Infirmière psychiatrique aux urgences, on rentre dans la vie de Pauline aujourd'hui, dans le sens. 1, 2, 4. Mais c'est une question incroyable. Ah bah écoute, peut-être que tu m'as croisé au sommet de l'Everest. Mais qu'est-ce que c'est que cette interview? Le sens. Salut à tous et bienvenue dans le premier épisode du Sens, le podcast qui vous emmène à la rencontre des gens, de leurs activités et jobs saugrenus. On va essayer d'éclaircir des domaines qu'on ne maîtrise pas, on va apprendre des choses, puis surtout on va se marrer. Et aujourd'hui, je reçois Pauline. En face de moi, qui est mon amie, ma copine d'enfance, qui est née le 21 juin. Oh, si je rip, elle va me défoncer. Le 21 juin 89. À Caen? T'es né à Caen? C'est ça. J'ai écrit Caen, je savais même pas. En Normandie, où on se trouve actuellement. Si Pauline est là aujourd'hui, c'est qu'elle a un métier atypique. On va essayer d'aller un peu plus loin et de répondre à toutes les questions que moi je me pose et toutes les questions qui ont fait qu'elle est là aujourd'hui, puisque je me suis dit, mais attends, faut qu'on fasse un podcast de ça. Les gens se posent plein de questions sur ton travail. Pauline, tu es infirmière psy aux urgences du plus grand hôpital de la région. Tout à fait. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va. Je profite de mes instants de vacances avant de reprendre. Magnifique. Attends, donc tu es en vacances? Tout à fait. T'es en vacances de Noël? Post-Noël. Ah ouais, vacances de Noël, on est le 17. Ok, donc déjà c'est un métier super intéressant, puisque tu es en vacances tout le temps. Ou pas tout le temps, pendant les temps où tout le monde est en vacances. Sauf que des fois tu te lèves très tôt, n'est-ce pas? Exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer juste en 2 mots avant qu'on commence, que je te fasse une interview je te dis pas quel type d'interview, mais je vais te faire des interviews un peu à thème. Mais avant, j'aimerais bien déjà que tu nous dises, ce que tu fais dans la vie, quoi. Alors, du coup, moi je suis infirmière depuis une dizaine d'années maintenant, déjà. Voilà, j'ai choisi de travailler en psychiatrie quasiment après mon diplôme. Ça a toujours été un petit peu ma petite passion, on va dire. C'est ce qui a fait que j'ai continué mes études. Et du coup, je travaille actuellement aux urgences, donc dans le CHU de Caen. Voilà. Ok, je te propose de commencer avec la première interview, parce que du coup, vu que les gens t'ont entendu, je viens de te faire parler un peu, pour que les gens se disent, mais attends, je la connais. C'est ça, je la connais. Je l'ai déjà entendue, cette fille, c'est qui? Elle est aux urgences psy. Mais oui. Alors du coup, je te fais une interview, je te connais. Allez, jingle. Mais je l'ai déjà entendu. L'interview, je te connais. Ah si, je te jure. Mais tu blagues, je connais cette personne. Interview, je la connais, mais oui, cette fille me dit quelque chose, je la connais, mais d'où? Première question. Où ai-je pu te croiser après le travail? Tu as pu me croiser déjà au vestiaire du CHU de Caen. Voilà. Donc Pauline passe tout son temps après le travail au vestiaire, magnifique. Je passe un petit temps quand même pour me changer, tout ça. Sinon, tu as pu me croiser sur la route. Et tu as pu me croiser sur la plage. D'accord, quand même, un minimum de trucs un peu fun, parce que du coup, alors moi, si jamais je vais au travail et quand je rentre du travail, je vais dormir. Super ta life, je comprends pourquoi tu fais des urgences psy. C'est ça. Non, mais en vrai, il m'arrive d'aller faire une petite sieste quand même. Quand tu te lèves à 5h30 du mat, autant te dire que si t'as envie de profiter de ton après-midi, il y a des fois où, comme t'es un peu vieille, tu vas faire un petit somme de quelques minutes pour te remettre bien pour la fin de journée. J'avoue, t'es vieille, putain. Tu es née dans les années 80, t'es une femme des années 80. Exactement. Ouais. Tout comme toi d'ailleurs. Mais moi, je suis pas une femme des années 80. Moi, Non, mais un homme des années 80. Moi, je suis un lord des années 80. Où est-ce que j'ai pu te croiser? À l'école? Moi qui t'écoute et qui me dit, mais je la connais. Tu as pu me croiser à l'école primaire de Lyon-sur-Mer. À Lyon-sur-Mer. Lyon-sur-Mer, il n'y a pas le musée du fossile là-bas? Il y a eu, il n'y a plus, mais il y a eu. Il y a plus, il y avait la maison du fossile. Oui. Oh là là. Et du coup, une autre école peut-être? Au collège Jean Monnet à Ouistreham. Et puis sinon? Au lycée Allende. Au lycée Allende, ok. Donc on a pu te croiser dans ces écoles-là, mais si jamais moi je te croise quand tu fais tes courses, je te croise où? Alors tu me croiseras le vendredi matin lors du petit marché hebdomadaire de Ouistreham. Oh là là. Les urgences psy, ça rend bobo. Tout à fait. Tranquille. On se la joue bobo quand même. On va acheter ses petits légumes chez le primeur. Exactement, son petit fromage, son petit beurre salé de Normandie, tout ça. Ah, j'aime bien. Ok, et donc du coup, si je t'ai croisé en voyage, la dernière fois que t'es parti en voyage, je t'ai croisé où? Tu m'as croisé à Copenhague.
C'était en 2002, avant Covid. Et c'était en 2000... Si, c'était en 2019. 2019. Non, 2020. Attends, je ne sais plus. Elle ne sait plus où elle est partie en voyage Non, et quand, 2019. comme tous les Français qui nous écoutent. 2019, puisqu'après, voilà. Donc novembre 2019, avec une de mes Novembre très bonnes 2019. amies. Ok, c'était bien. C'était super. T'as croisé plein de gens ou pas du tout? J'ai croisé plein de gens. Ah, donc ils se rappelleront quand ils t'entendront. Ah oui, ils vont aller sur Apple, je ne sais pas quoi, Apple, Spotify et compagnie, ils vont dire oh, mais je l'ai Oui, rencontrée je l'ai à croisée. Copenhague. Je l'ai croisée, cette jeune Française frigorifiée tous les jours. Ok, donc maintenant si quelqu'un t'a croisé, il doit savoir où il t'a croisé, en théorie. Oui, tout à Et fait. du coup, il doit kiffer cette interview, puisqu'il se dit mais oui, grâce à cette interview, je sais où je l'ai croisé. Magnifique. Donc tu es venu pour parler de ton travail. Oui. Qu'on lève le voile sur cette profession spéciale que peu de gens ne connaissent finalement. Moi, j'aimerais bien que tu nous expliques une journée type. Tu fais quoi? Tu commences par quoi? Alors, une journée type. Donc autant te dire qu'en fait, il y a plusieurs journées types. Déjà, rien qu'en fonction de mes horaires de travail, ça sera pas du tout les mêmes routines ou les mêmes façons de fonctionner en fonction du fait que je travaille soit le matin, donc de 6h45 à 14h15, soit l'après-midi, plutôt de 13h30 à 21h30, soit en journée, donc vers 9h30 jusqu'à 17h30, 18h quoi. Mais pour faire plutôt synthétique, je dirais que toutes les journées commencent par ma prise de poste, par des transmissions avec le collègue de l'avant-poste du mien. Donc par exemple, quand je suis du matin, le collègue de nuit qui va me faire les transmissions donc sur les patients qui restent aux urgences, pour les urgences psy, les patients qui ont été vus par les psychiatres, ceux qui sont à voir par les psychiatres, ceux qui sont encore en surveillance, ce qu'on appelle surveillance somatique, donc quand il y a des prises de médicaments ou des prises d'alcool, nous on les évalue plus tard. Voilà, et ensuite, du coup, je fais le point avec mes psychiatres et commence réellement la journée où là, on voit les patients avec le psychiatre en binôme, on explique ce que nous, on a pu voir au préalable, et puis on oriente les patients. Voilà, à peu près pour une journée type du matin. L'après-midi, c'est un peu différent parce que généralement, il n'y a pas le calme du matin. C'est-à-dire que moi, quand j'arrive le matin, c'est plutôt... les lumières sont éteintes, les gens dorment pour la plupart à 6h45, clairement, il y en a peu qui sont réveillés. Quand t'arrives l'après-midi à 13h30, c'est blindé la plupart du temps, donc t'as énormément de patients qui patientent dans les couloirs, dans les box, il y a un peu plus d'agitation, les changements d'équipe se font que au niveau de la psychiatrie parce que les collègues de somatique sont en 12 heures de travail. Du coup, il faut réussir à se remettre dans le rythme de la journée qui est un petit peu différente. Et en journée, c'est plutôt comme le matin, je dirais, où on arrive un peu plus tranquillement et puis le rythme s'accélère au fur et à mesure de la journée. Voilà. D'accord. Ok, oui, donc disons que tu dois t'adapter sans arrêt en fait. C'est ça, notre métier est vraiment, je pense que c'est la qualité principale à avoir, c'est l'adaptation quoi. Vraiment, ou l'adaptabilité, je sais pas comment on peut dire, mais c'est de pouvoir tous les jours, tu sais que tu n'auras pas de routine. Les seules routines que tu as, c'est celles que tu te crées pour te rassurer, je pense, à un minimum, pour réussir à rester dans un cadre que tu connais à minima, puisque chaque journée, c'est l'inconnu. Et une journée inconnue. Tout à fait. C'est parce que en fonction des horaires, donc des shifts que tu vas avoir, en fonction des patients que tu vas avoir, en fonction aussi des collègues que tu as, et en fonction du climat à l'extérieur, parce que j'imagine qu'en fonction des éléments... Si on est le week-end, si on est le soir, si on est lendemain de jour de l'an, ou si on est ce genre de truc, il doit y avoir certaines personnes qui viennent plus à des moments que d'autres, j'imagine. Tout à fait. Et comme tu dis, des prises de substances, etc. Peut-être qu'il y en a plus le soir après 22h le week-end que la semaine. Et encore, est-ce que ça se vérifie? Et encore, alors je partage tout à fait l'idée qu'il puisse y avoir des phases aux urgences, hein, ça c'est indéniable. La plupart du temps, les gens alcoolisés arrivent plutôt vers 17-18 heures en général, et puis c'est crescendo pendant toute la nuit. Après, il peut arriver aussi qu'on ait des patients qui arrivent en fin de matinée pour des alcoolisations aiguës ou des choses comme ça. Après, sur les week-ends, il fut un temps où le vendredi matin était quand même très très révélateur. Mais est-ce que c'était les moins de 30 ans, même les étudiants qui arrivaient Exactement, qui faisaient leur vendredi petit jeudi soir, soirée étudiante dans Caen, et qu'on voyait
quand moi j'arrivais le vendredi matin, c'était voilà. Mais attends, parce que pourquoi est-ce que eux étaient admis aux urgences psy ou considérés comme aller dans ce domaine-là plutôt que dans un autre? Quand t'as bu de l'alcool, t'es pas forcément un psychopathe? Bah non, tout à fait. C'est pour ça que en fait ils arrivent dans les urgences classiques et que même si moi mon travail c'est de gérer les patients psychiatriques ou qui ont un trouble mental, enfin voilà. Il n'empêche que moi, je travaille au cœur des urgences somatiques. Et ce qui fait que, malgré moi, même avec mes collègues, on va avoir tendance aussi à s'occuper d'autres patients, surtout si on n'a pas trop de patients à nous. Et ce qui fait que quand je parle des patients qui arrivent aux urgences, j'en parle dans leur globalité et je parle pas forcément des patients psy. Voilà. En effet, la plupart des patients alcoolisés sont pas vus par les psychiatres, sont pas vus par nos équipes. Mais par contre, ils participent à l'ambiance du matin, par exemple, quand moi j'arrive. C'est que ces patients-là, même si je vais pas m'en occuper, ils sont présents, je les vois. C'est souvent les patients qui sont... quand t'es alcoolisé, t'es un petit peu plus... t'as un peu moins de limites, t'as un petit peu moins de self-control, et du coup, quand moi j'arrive à 6h45, il n'était pas rare que des petits jeunes étudiants qui soient en fin de dégrisement aient très envie de rentrer chez eux, et que voilà... Et qui viennent me solliciter moi parce qu'ils me voient arriver. Mais dans l'idée, c'est pas des patients qui sont vus par la psychiatrie, et heureusement, quand t'es alcoolisé, t'as pas forcément de troubles. Voilà. Est-ce qu'il y a un profil type? Est-ce que tu pourrais dire ça c'est typiquement un profil qui va atterrir avec moi? Alors, en psy, on n'aime pas trop parler de profil type dans l'idée, puisque on part du principe que chaque personne peut avoir une difficulté dans sa vie, ou en tout cas de manière aiguë, qui fait qu'à ce moment-là, ils arrivent aux urgences psychiatriques. Bien sûr. L'organisation des urgences, de manière générale, en fait, les patients sont vus dans un premier temps par ce qu'on appelle une infirmière d'accueil et d'orientation, donc qui est une infirmière qui appartient au domaine somatique, et qui en fait fait une sorte de tri en fonction de la pathologie du patient, de ses troubles, là, à l'heure actuelle, et du coup les met dans tel ou tel secteur de soins. Donc par exemple, je sais que dès l'accueil, en fonction du motif d'admission du patient, moi je vais pouvoir voir si le patient va être là pour nous a posteriori, pour nous tout de suite, quand je dis nous c'est l'équipe de psychiatrie, et pourquoi ils arrivent, et s'il faut venir les voir directement pour essayer d'apaiser un peu les choses ou pas. Ce qui est sûr, c'est que les patients qui ont fait une tentative de suicide, ce qui est, je dirais, 70-80% de nos patients à nous, c'est sûr qu'ils vont être pour nous au bout d'un moment. Alors, en fonction de la tentative de suicide qui a été réalisée, ça peut être instantané si c'est une plaie, par exemple ce qu'on appelle une phlébotomie, donc une plaie à l'arme blanche sur un bras, sur un membre. En fonction de la profondeur de la plaie, il faudra peut-être que la plaie soit suturée dans un premier temps par les collègues de somatique. Et ensuite, c'est nous qui allons les voir, les voir en entretien psychiatrique pour voir ce qui se passe. Ça peut être des gens qui ont pris des médicaments, et dans ces cas-là, il y a un temps d'élimination sur lequel on ne peut pas jouer. Il faut vraiment attendre que les patients aient éliminé les substances qu'ils ont ingérées. Pareil pour l'alcool, qui est associé à cette prise de médicaments la plupart du temps. Et il y a des patients qui vont venir pour ce qu'on appelle des crises, alors des crises psychosociales, des crises psychotraumatiques, des crises psychopathologiques. Est-ce que tu peux faire la différence entre ces trois trucs-là? Alors, la crise psychosociale, c'est typiquement une personne qui n'a pas de pathologie psychiatrique étiquetée, qui n'a pas forcément de fragilité initiale, et qui vient parce que depuis un petit temps, il y a pas mal de problèmes dans sa vie auxquels il n'arrive pas à trouver de solution, et qui du coup finit par avoir des idées suicidaires qui apparaissent, et soit qui vient parce qu'il a des idées suicidaires et c'est extrêmement flippant, et du coup il vient consulter dans ce contexte-là, ou alors il est adressé par son médecin traitant, ou alors il a fait un geste suicidaire dans le sens où il a tellement pas réussi à trouver de solution à ses difficultés que la seule solution c'est d'arrêter de souffrir, et d'arrêter de souffrir, c'est en se donnant la mort, ou en tout cas voilà, c'est la dernière solution envisagée. Donc ça c'est la crise psychosociale. Il y a la crise psychotraumatique. Alors psychotraumatique, il y a psycho et traumatique.
Et en l'occurrence, c'est des gens qui ont vécu des traumatismes importants. Donc ça peut être un accident de voiture gravissime où il y a eu des décès, ça peut être un attentat, comme malheureusement on a pu connaître ces derniers temps, ça peut être assister au décès de quelqu'un de manière très, très impromptue. Et du coup, ça peut être des gens qui sont à voir dans ce contexte-là. Et là, du coup, on a une prise en charge qui est complètement différente des autres patients. J'en reparlerai peut-être un peu plus tard, mais qui est vraiment, qui peut être fait par des infirmiers d'ailleurs, qui est vraiment dans un objectif de faire verbaliser, donc de faire parler les gens sur ce qu'ils ont vécu, et pour éviter après qu'il y ait des dépressions qui s'installent, des syndromes de choc post-traumatique, qu'on connaît un petit peu dans les médias, avec les soldats, avec tout ça. Et la dernière crise, qui est la crise psychopathologique, qui est la crise où il y a déjà une pathologie initiale, ou en tout cas des fragilités qui se sont ajoutées au fur et à mesure de la vie des personnes, qui font qu'aujourd'hui, dans un temps de fragilité important, il y a eu une envie de mourir, ou en tout cas une envie de s'extraire de la réalité qui est trop difficile en faisant un geste suicidaire. Donc ça, c'est des différentes crises qu'on peut voir aux urgences, et on peut aussi voir ce qui se fait de plus en plus. Et ce qui est plutôt bon signe pour la psychiatrie, c'est que ça se démocratise un petit peu. Et du coup, on peut voir des gens qui viennent consulter de peur d'avoir quelque chose de pathologique, et qui viennent nous voir en prévention, ou pour être orientés vers des centres de consultation parce qu'ils n'ont pas forcément les informations, ou un médecin traitant qui est un petit peu au bout de la prise en charge et qui les oriente vers des centres de consultation. Et comme il n'y a pas trop il y a beaucoup de délais en fait avant d'avoir les rendez-vous, etc. Et les gens du coup viennent aux urgences un peu dans ce but-là pour accélérer le processus. Pour accélérer, ou en tout cas espérer accélérer les choses. D'accord. Voilà. Et ça marche ? Ça peut temporiser un petit peu. Après, l'objectif premier des urgences psychiatriques, c'est de gérer l'aigu et d'orienter. C'est pas forcément de faire du suivi et d'avoir des suivis au long terme pour les patients. Nous, notre objectif, c'est vraiment de voir les gens dans l'aigu, et ensuite on sait pas trop ce qui se passe. On sait pas trop s'ils vont mieux, on sait pas trop si, dans un contexte d'hospitalisation, si ils sont mieux, s'ils sont sortis, comment ça va. Ça, c'est un peu la frustration de notre métier. Puis l'aigu et les couleurs, de toute façon... Tout à fait. Ça fait des profils différents. J'avais cette vanne depuis 12 secondes. Je sais que là, mais je te voyais rire à moitié, sourire. Je me disais, comment je vais réussir à placer ce truc pourri ? Et j'ai réussi. Oui, parce qu'il faut quand même qu'on soit un peu détendu. Un petit peu quand même. Tu parles comme un livre, Pauline. Mais oui, et puis en plus, je suis un peu passionnée, alors ça part peut-être un peu dans tous les sens. Non, mais c'est hyper intéressant, parce que encore une fois, je pense qu'il y a des gens, tu leur parles de leur métier, ils vont pouvoir te répondre. J'imagine des financiers, ils vont te répondre en 2-3 phrases. Tout à fait. Puis débrouille-toi, quoi. Non, j'aime bien, parce que là, justement, tu nous expliques ce que c'est. Tu nous expliques les différents types de pathologies, tu nous expliques les procédures, tu nous expliques les raisons pour lesquelles les gens peuvent venir. J'adore ça. Je vais te faire une interview, sans transition, une interview psycho-what. Oula. Un mélange de questions what the fuck, avec un jeu de mots hasardeux, avec un psycho... what. Jingle. Un psycho-what. Oops, I did something wrong. On aura compris. Je maîtrise la langue française et anglaise à merveille. La première question étant la suivante. Question psycho-what. Pourquoi les psys ont souvent l'air plus malades que leurs patients ? Alors, les psys... C'est ma question préférée. Donc, en tant qu'infirmière de psy, je vais te répondre par une autre question, parce que c'est notre grand jeu. Des psys quoi ? Des psychiatres, des psychologues, des infirmières en psychiatrie. Je pense pas que le psychologue soit attaqué violemment, mais souvent, les médecins qu'on voit dans les films, mais bon, si tu vas me dire que c'est des films, mais j'en ai connu dans ma vie quelques-uns, des psychiatres, ils étaient quand même un peu chelous. Est-ce que tu penses que ce métier peut altérer ta santé mentale à terme, sur le long terme, ou pas ? Je pense qu'en effet, il faut avoir en tout cas des exutoires ou
des moyens de protection, hein, quand même pour se protéger, parce que c'est quand même un métier, alors que moi je parle de manière globale, hein, que ce soit des psychiatres, des psychologues ou des infirmiers psy, c'est quand même un métier où tu reçois toute la souffrance des gens. Et dans les détails, parce que la plupart des patients qui peuvent se confier racontent tout ce qui est difficile, et du coup, ce qui fait que, par exemple, un psychiatre, alors je parlais plus des psychiatres des urgences, parce qu'en l'occurrence, c'est ceux que je connais le mieux, ils passent quasiment 10 heures dans leur journée à entendre le mal-être des patients. Ce qui fait que je pense qu'au bout d'un moment, si tu n'arrives pas à faire un petit peu comment dire, à couper, à faire la part des choses. Ouais, à couper, à prendre de la distance par rapport à ce qu'on te dit, ce qui n'est pas toujours facile, même si tu es un très bon praticien. Il y a toujours des situations qui te touchent plus, de par ton vécu à toi, de par une sensibilité particulière. Et je pense qu'au bout d'un moment, si tu n'as pas cette distance-là, ça peut être difficile. Après, la plupart des psychiatres que j'ai rencontrés avaient tous cette distance-là et arrivaient à faire la part des choses, et puis avec les années d'expérience, on se forge un petit peu. Par contre, je pense que c'est des personnalités qui peuvent être particulières par moment, et du coup, c'est peut-être ça qui renvoie qu'ils ont un intérêt pour ce domaine-là, par exemple. Ouais. Après, je pense pas qu'ils sont plus malades que les patients, et heureusement, mais je pense qu'il y a des personnalités très à part, très particulières, qui fait que ça peut être un petit peu perçu comme ça par les patients. Mais après, moi, je travaille avec des psychiatres depuis 10 ans. J'arrive à communiquer avec eux, ils arrivent à communiquer avec moi. On arrive à se parler, tout ça. Donc, je pense que ça va quand même. Mais sans transition, du coup, est-ce que ton métier officiellement l'est, ou est-ce que officieusement il est considéré comme un métier à risque ? Alors, je ne sais pas s'il est considéré réellement comme un métier à risque. Après, c'est sûr, par exemple, aux urgences, on a une prime de risque, mais c'est dans un contexte de travail aux urgences, que ce soit urgence psychiatrique ou urgence somatique. C'est des urgences, ce qui fait que c'est un service particulier, où il y a de l'attente, où il y a des problématiques aiguës à tout niveau, ce qui fait que les gens peuvent être plus ou moins patients, que les substances prises par moment peuvent aussi un peu augmenter les risques d'altercation ou de difficultés. Donc là, c'est considéré, en tout cas auprès de l'hôpital public, comme un risque, puisqu'on a quand même une prime des urgences. Après, en psychiatrie, je crois savoir, mais alors là, ça sera à vérifier, je suis pas sûre du tout de ce que je te dis, mais je crois qu'on a une petite prime de risque. Voilà, sur notre salaire. Mais du coup, pareil, sans transition, une autre question. Tu gagnes mieux ta vie qu'une infirmière standard ? Je te demande pas combien tu gagnes, mais Non, alors, je gagne mieux ma vie en tant qu'infirmière aux urgences, puisqu'on a une petite prime supplémentaire depuis peu, depuis je dirais 1 an et demi, 2 ans, en même temps ça passe tellement vite. Ok. Voilà. Mais en tout cas, en tant qu'infirmière de la fonction publique hospitalière, je gagne le salaire est le même. Il y a des primes, en effet, quand tu travailles aux urgences, mais c'est tout. Ok, d'accord. Donc on est d'accord que l'infirmière libérale gagne beaucoup mieux que toi. Si elle fait beaucoup de soins et beaucoup d'actes, il est tout à fait possible qu'elle gagne mieux sa vie que moi. Après, une infirmière libérale qui fait pas forcément beaucoup d'actes dans une journée, ou qui a un rythme de travail doux, gagnera peut-être un peu moins sa vie que moi. Il faut savoir que les infirmières libérales, elles comptent pas leurs heures, elles travaillent plus de 7h30 par jour, quoi. Donc du coup, je pense que le ratio horaire-temps, horaire-acte n'est pas forcément significatif. Il faut trouver sa balance à soi. C'est ça, il faut voir surtout ce qui te plaît dans le métier. Absolument. Et, je te pose une question suivante. Est-ce que tu vois plus de patients depuis 1 année et demie, depuis qu'on a cette crise du Covid, depuis qu'on est enfermés chez nous, depuis que les médias nous disent qu'on va tous mourir tous les matins. Aujourd'hui, nous allons tous mourir. Hier, nous mourions déjà. Si vous êtes toujours en vie aujourd'hui, ça ne va pas durer. Est-ce que par hasard, tu as vu une évolution de ton métier depuis 18 mois ? Il y a une réelle répercussion avec le Covid. Alors autant à la première vague, si on peut dire, ou en tout cas au premier confinement, aux urgences psychiatriques, nous on a vu beaucoup moins de patients. On avait vraiment une activité moindre.
Ce qui nous a un petit peu, laissé circonspect. Circonspect, dit-on. Tadam. Incroyable, infirmière, psy, utilise des mots de langue française. Voilà. Bernard Pivot serait content. Oui. Il s'appelle Bernard Pivot? Oui, je crois que c'est Bernard, non? Oui, j'ai eu un doute. Bernard. J'ai eu un doute sur Bernard Pivot. Bernard Pivot, bien sûr, la dictée de Le grand pivot, on peut dire le grand pivot. Ouais, absolument. Merci, ma chère. Le médaillon des Isnouvnak en 1515. Incroyable. Vas-y, je t'en prie. Excuse-moi. Du coup, oui. Bah donc, premier confinement, beaucoup moins de patients. Donc, on était un petit peu dans l'attente. Par contre, deuxième confinement, là, ça a été... le drame. Ouais. Ah ouais. Vraiment, on a eu une augmentation de... Genre Arkham, l'hôpital psychiatrique de Batman, quoi. Non, mais en vrai, ça a été impressionnant. Chez moi. Il est indomptable. On va le voir en consultation, ce petit. Ouais. Non, mais oui, donc oui, c'était plus compliqué pour le deuxième confinement. Ouais, le deuxième ça. confinement est toujours, et actuellement encore, on a une augmentation du nombre de patients à l'hôpital, c'est impressionnant. Au niveau psy, c'est... Ok, et toujours aujourd'hui? Ouais. Ok, donc ça ne s'est pas réduit Ben non. avec les fêtes de Noël ou quoi. Tu sens que finalement On les a gens sont toujours, dans une situation compliquée oui. psychologiquement. Et puis, mine de rien, alors là c'est mieux, mais il y a eu tout un temps aussi où les consultations avec les psychiatres, tout ça c'était fait en visio, faute de pouvoir se voir en vrai, et la plupart des patients nous le renvoient bien, c'est que c'est pas suffisant, que c'était trop compliqué à gérer pour eux. Donc non, il y a eu quand même une augmentation considérable des patients aux urgences, ça c'est sûr. D'accord. Bon, je pense que ça c'était une question qui personnellement éveillait ma curiosité. Parce que c'est vrai que, mine de rien, on se fait attaquer tous les jours par des informations difficiles et notre rythme de vie a changé. Et le changement, on sait à quel point ça peut être difficile à vivre et ça peut prendre du temps. Et surtout quand il n'est pas un changement qui nous pousse vers le haut, mais plutôt qui nous prive de liberté. Ouais, c'est ça. Il faut vraiment avoir des capacités de résilience. Ouais, de résilience et puis d'adaptation aussi, de se réadapter constamment, même si l'être humain est quelqu'un qui est censé se réadapter. Il y a quand même un contexte sanitaire qui fait que il y a quand même plus de stress, il y a plus de pression au quotidien et c'est plus compliqué, je pense, de se réadapter à chaque fois. Du coup, puisque tu es une professionnelle du secteur, est-ce que tu aurais un conseil à donner à ces gens qui sont un peu là si ça continue, je vais pas être bien? Alors, en tant que professionnelle, je sais pas, dans le sens où, en tant qu'infirmière, j'ai ma vision à moi, je dirais plus à titre personnel, comme ça je ne m'engage que moi. Je dirais de continuer à, autant que faire se peut, à s'aérer, à faire une activité sportive, ou en tout cas une activité qui nous fait du bien au quotidien. Que ce soit un loisir possible, parce que on sait bien que c'est quand même plus compliqué, mais juste d'aller prendre un petit peu l'air dans la journée, ou de faire de la méditation, du yoga, du sport à la maison, même si c'est pas fifou, mais de réussir à continuer à faire au moins une fois par jour une activité qui nous fait du bien, et de penser un peu à soi, et de limiter les médias, je dirais. Un petit peu. Ne regardez plus la télé. Regardez un peu la télé, mais pas constamment. Écoutez les podcasts. Écoutez des podcasts pour changer un peu les idées. Et non, je pense qu'il faut pas... c'est bien de rester informé et c'est primordial, mais je pense qu'il faut pas non plus trop écouter, dans le sens où, en fait, au bout d'un moment, on est perdu et l'angoisse monte et au final, il n'y a rien de constructif là-dedans, quoi. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Je passe sur une question d'un ordre tout autre. Pourquoi les hôpitaux psychiatriques sont toujours dans des vieux bâtiments austères et qui font peur comme dans les films? Alors On a déjà posé cette question pour info. Voilà. Je mets dans le contexte, j'ai déjà posé cette question à Pauline, ou quelqu'un dans mon entourage lui a posé, et j'ai dit mais c'est une question incroyable pour le podcast. Du coup je lui repose, c'est pour ça qu'elle sourit. Oui. Peux-tu nous répondre, Papa? Elle nous a donné une réponse incroyable. Va-t-elle réussir à articuler sa réponse de la même façon qu'il y a quelques jours? C'est ce que nous allons voir maintenant. Certain avec un micro devant le nez, hein. Mais si, allez. Alors, pourquoi? Est-ce que c'est le cas déjà? Oui. Oui, la plupart en tout cas les hôpitaux psy, pour la plupart, sont dans de vieilles bâtisses, ou en tout cas de vieux bâtiments, dans le sens où, il y a très longtemps, les patients...
les patients souffrant de troubles mentaux étaient... Donc c'était l'hiver. Oh là là, nous le manteau, on ne va pas y arriver. Le short, le trouble tongue. Ils sont atteints d'un trouble tongue, puisque c'était au mois d'août. Pardon, les patients qui sont atteints de troubles mentaux. J'ai envie de faire des vannes. Non, mais c'est horrible, en fait, on peut pas... C'est trop sérieux, et du coup... Oui, je peux pas, moi, être trop sérieux trop longtemps. Maintenant, ton métier est très sérieux, excuse-moi. Du coup, non, à l'époque... Pas que très sérieux, parce qu'il y a des fois, on se marre bien quand même. Ah ben voilà. Et avec là, les patients, et entre nous. Et heureusement qu'il y a tout ça, parce que t'imagines, sinon, mais... Attends, les questions arrivent juste après à ce sujet. Donc, je termine sur les troubles de short et de tongue. Oui, les troubles mentaux. Les troubles mentaux. Du coup, donc à l'époque, les patients étaient pris en charge par l'église, donc du coup par des sœurs ou des frères. Voilà, et donc du coup, généralement, c'était quand même des vieilles bâtisses. Et bah, du coup, c'est vachement moins fluide que lorsque je vous l'ai raconté. Hein. Et donc, du coup, donc, c'était dans des bâtisses appartenant à l'église. Et au fur et à mesure des années, l'État a repris un petit peu pas le lead, mais en tout cas a repris des parts dans ces bâtiments-là, en mettant des infirmiers, des médecins... Du service public. Du service public. Et au fur et à mesure, la transition s'est faite pour qu'à l'heure d'aujourd'hui, ces bâtiments appartiennent pour la plupart à l'État. Il y en a encore, je pense, qui sont encore un petit peu... qui appartiennent à l'Église, ou en tout cas pour lequel l'État... verse des loyers à l'église, il me semble, mais après ce sera vérifié aussi. Ce qui fait qu'en fait, les bâtiments n'ont jamais changé. Soit ils ont été rachetés, soit ils sont encore parfois dans leur jus. Ah oui, il y en a certains. Faute de subventions, ce genre de choses. Alors, en tout cas, ils sont dans leur jus sur l'extérieur. La plupart sont quand même réhabilités, mis aux normes, rien qu'aux normes pour le handicap, etc. Hein, donc, tu veux dire qu'on peut plus mettre les doigts dans la prise? Non, ça marche pas. Même si on fait certains traitements par des petites électrostimulations au niveau cérébral, mais c'est pas en mettant des doigts dans la prise. C'est fascinant. Je viens d'avoir des images de films chelous dans ma tête avec le visage de Pauline en face de moi en train de dire on va vous faire une expérience monsieur, vous allez vous sentir super bien après, vous allez voir. Incroyable. Comme dans les films. Non, heureusement ça a bien évolué. Non mais ok. Est-ce qu'il y a déjà eu quelqu'un qui est devenu joueur professionnel de domino après avoir fait un séjour intensif d'entraînement dans un hôpital psy? Alors ça c'est grâce à un cher ami de notre entourage qui me charrie, je pense, depuis 10 ans sur le fait de jouer au Mikado ou au domino. Alors, j'ai fait l'erreur une fois de parler de mon métier avec cette personne. Je ne le ferai plus jamais. Mais c'était à l'époque, en fait, je venais d'être diplômée, donc je travaillais dans un service de moyen long séjour. Donc c'est des patients qui sont ce qu'on appelle des patients plus chroniques, qui ont des maladies plus ou moins stabilisées, mais qui ne leur permettent pas de sortir de l'hôpital, et l'hôpital devient, en tout cas de manière transitoire, un lieu de vie. Ce qui fait qu'il y a des activités occupationnelles qui sont mises en place, contrairement à des services d'urgence ou des services, ce qu'on appelle d'admission, donc là où on arrive après les urgences. Mais ces services-là, du coup, il y a de l'occupationnel, donc on propose aux patients des activités qui peuvent leur convenir, qui permettent aussi d'évaluer leur capacité, que ce soit de réflexion, de concentration. Il y a toujours un but à nos activités quand même. Et il y a eu un patient qui aimait bien jouer au domino. Et donc de là, quand j'ai fait l'erreur d'essayer d'expliquer qu'il y avait un but à jouer au domino, voilà. Depuis, je suis l'infirmière qui joue au domino avec ses patients. Mais c'est excellent dans l'idée, on adore avoir des images. Mais tu vois, c'est pour ça qu'on fait ce podcast aussi. Oui. Ça s'appelle le sens, parce que le but c'est d'éclaircir et de mettre un peu plus de sens sur des choses qu'en fait, parfois on ne voit qu'à la télé, que dans des films, où on a aussi des idées préconçues. Ouais, c'est ça. Et l'idée préconçue principale, quand même, c'est que la psychiatrie, c'est pour les autres. Et au final, on se rend compte que ça peut arriver à tout le monde. Toi, moi, enfin voilà, on peut tous être en difficulté. Non, pas moi. Si, tout le monde. Bon, d'accord. Voilà, hein, moi aussi, ça peut m'arriver. Voilà, ça peut arriver à tout le monde, à partir du moment où on a un moment dans notre vie où c'est plus compliqué. Ça veut pas dire qu'on est fou, enfin la pathologie mentale, il faut vraiment s'écarter de cette image-là, qu'elle a dans le dur, hein. Ça fait des années que
tout est stigmatisé, que forcément les gens qui sont hospitalisés en psychiatrie, c'est des gens qui sont fous de base, qui n'ont pas de vie sociale, qui n'ont pas de travail. Enfin, voilà, on en est mais tellement loin. Si tu savais le nombre de patients qu'on peut voir, dans lesquels moi par exemple je peux me retrouver. Et voilà, et on se dit, il faut vraiment que ça s'arrête, que les gens qui sont en difficulté psychique puissent venir consulter sans avoir honte, sans avoir peur d'être mis dans une case. Il y a plein de patients qu'on hospitalise qui ne disent pas à leur travail ce qui se passe, qui ne disent pas à leur entourage pourquoi ils sont hospitalisés et où ils sont hospitalisés, de peur d'être jugés, de peur d'être mal vus, de peur que ça puisse changer les relations aux autres après. Et ça, c'est tellement important. Enfin, moi, c'est le principal sujet que je souhaite éclaircir sur la psychiatrie parce que vraiment, je pense qu'on sous-estime clairement le nombre de personnes qui a vu un psychiatre, un psychologue dans sa vie ou qui a eu un moment de difficulté et qui, pour autant, n'est absolument pas fou. La folie, c'est désuet. Il faut plus parler de ça. C'est fou c'est fou d'entendre encore des gens qui disent « Ah non, mais moi, ça m'arrivera jamais. » Oui, bah non, en fait, on sait pas. Vraiment, on sait pas. Il faut un peu d'humilité là-dessus. Le message est passé, Pauline. Merci. Vous pouvez faire vos dons au 15 15 15 pour le Téléthon. non, c'est vrai, tu as raison. C'est aussi pour ça que je t'ai invité. C'est aussi pour ça qu'on fait ce premier podcast avec toi. C'est que je me suis dit, mais il n'y a pas meilleur métier pour casser des idées préconçues et pour en apprendre un peu plus et pour être plus à l'aise avec un domaine qui peut faire peur ou qui peut éveiller le monde cinématographique, mais la réalité, non, ça n'existe pas. Tu m'as dit, parce qu'on se connaît très bien, tu m'as dit plusieurs fois qu'effectivement, il y a des gens qui subissent des choses ou des gens qui souffrent de pathologies psychologiques, la porte à côté, le voisin, en dessous de chez toi, la rue d'en face. Et évidemment qu'il y a un secret professionnel et qu'on ne peut pas parler de ce genre de choses ici, mais il y a des trucs qui se passent autour de nous, et effectivement, les gens comme Pauline sont là pour justement aider tous ces gens-là, résoudre ces problèmes-là, dans le silence, on n'en parle jamais, on les interviewe jamais. J'ai jamais entendu une interview de quelqu'un qui bosse aux urgences psy, donc effectivement, merci de faire ce que tu fais pour la société, ma chère Popo. Oh là là, de rien. Non mais voilà, c'est vrai que c'est en tout cas, ça a le mérite. Enfin, je trouve que ça vaut le coup d'en parler. Et à travers ce que tu dis, tout le monde est potentiellement concerné. Donc, effectivement, on perd son job, on perd quelqu'un dans sa famille. On a un truc comme le Covid qui nous tombe dessus. Oui. On n'est pas tous solides psychologiquement tout au long de sa vie. Donc si ça arrive au moment où on est le plus faible, peut-être, c'est à ce moment-là où on a peut-être besoin d'aller voir Popo. Ton adresse, s'il te plaît. Alors, mon adresse professionnelle. Vous tapez CHU de Caen. C'est ça, service urgence psychiatrie. Oui, est-ce que tu réponds au téléphone quand Oui. Et tu réponds comment ? Vas-y, fais-nous un petit arbre. Les urgences psychiatriques, bonjour. Ah ouais, c'est simple. Simple. Tu donnes pas ton prénom et tout. Alors, ça dépend. La plupart du temps, c'est les urgences psychiatriques, bonjour. Et ensuite, si je tombe sur quelqu'un qui a besoin de parler, je demande le nom de la personne, mais je me présente aussi parce qu'on est dans une relation de confiance et je donne mon prénom la plupart du temps. Après, les gens peuvent avoir mon nom aussi, ça ne me dérange pas. Ça aussi, c'est un gros sujet à l'hôpital, de si on donne notre nom ou pas. Moi, ça me dérange pas. Après, oui, on a beaucoup d'appels téléphoniques dans la journée de patients qu'on connaît, qui nous appellent un peu pour faire office de béquille dans leur quotidien, parce qu'ils ont soit ils sont très seuls, soit ils ont vraiment besoin d'avoir du contact. Et puis on passe beaucoup de temps avec les hôpitaux psychiatriques de la région. Pour trouver des places, ce genre de choses. Pour trouver des places d'hospitalisation, pour présenter nos patients. On appelle les centres médico-psychologiques pour prendre des rendez-vous en amont pour nos patients par moment. Voilà, on est quand même pas mal au téléphone aussi sur une journée de travail. D'accord. Justement, est-ce que tu as déjà eu peur en recevant un coup de fil ou en voyant quelqu'un débarquer dans ton service ? Alors peur, oui, j'ai eu peur pour les gens. J'ai eu peur pour les gens, j'ai eu peur pour moi aussi à certains moments. Et alors là, c'est pas l'infirmière de psy qui parle, mais c'est l'infirmière aux urgences qui parle, dans le sens où on se fait menacer régulièrement par des gens, on peut se faire taper dessus, ce qui m'est arrivé. On est quand même des fois dans un climat un petit peu de tension et où les soignants sont plus considérés comme des aides, mais comme des assaillants. Ouais, un petit peu des fois.
Plus, moi, ce qui me fait le plus peur, chacun a ses peurs, voilà. Mais moi, c'est les menaces de mort, les menaces physiques. Les menaces de représailles, quoi. Ouais, c'est un peu compliqué à gérer pour moi. Plus que la violence physique en soi. Parce qu'un coup, moi je sais que je vis pas du tout de la même manière à un coup que des menaces. Les menaces, c'est vraiment compliqué, les menaces sur soi, sur sa famille. On prend du recul, mais sur le moment, c'est pas du tout agréable et on se dit qu'on n'est pas là pour ça non plus. On est là pour soigner des gens, pour leur amener un mieux-être et c'est pas au détriment de notre bien-être à nous. Et du coup, ça, c'est un peu compliqué, ouais. Donc j'ai pu avoir peur. Alors après, sur les 4 ans d'urgence psy, heureusement, c'est pas tous les jours. Sinon, je ferais plus ce métier-là. Mais oui, ça arrive régulièrement. Même les insultes aux urgences. Enfin, c'est le rôle du soignant a réellement changé, je pense, du point de vue des gens. Enfin, voilà, il y a quand même pas mal de gens qui n'ont pas le respect du soignant, quoi. Ouais, puis je pense que comme ils sont aussi inconséquents, ils peuvent avoir des propos qu'ils n'auraient pas habituellement. Ouais. Et aussi, il y a des gens qui sont pleinement conscients de ce qu'ils disent. D'accord. Et c'est en ça où des fois c'est un peu moins agréable parce que, on leur dit souvent en fait, on n'est pas venu les chercher de manière générale. On leur a pas, on n'est pas venu les chercher chez eux et dire voilà, vous venez. Et la plupart du temps, c'est qu'ils ont été adressés par un service d'urgence comme les pompiers, comme le SAMU, comme une famille qui s'inquiète. C'est pas nous, en tant que soignants, qui les avons séquestrés. Forcés à être là, et, voilà. ouais, bien entendu. Et du coup, des fois, en remettant un peu les choses, ça apaise, et puis des fois, pas du tout. Donc voilà. Donc oui, ça m'est arrivé. Est-ce que tu as une anecdote concrète à nous raconter? Est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote sans parler de quand, sans parler de qui? Alors, juste légalement, quelque chose je peux pas. En tout cas, moi, je me l'autorise pas dans le sens où il y a où des gens peuvent se reconnaître, même si c'est pas eux. Ouais. Et du coup, c'est pas par rapport au secret professionnel. Moi, ça me dérange un peu. Mhm. Après, je peux parler de moi pour le coup parce que j'ai vécu une situation. Que l'on gère des fois aux urgences psychiatriques. Ben oui, tu vas pas venir frapper à ta porte en disant qu'est-ce que t'as dit sur toi-même, voilà. sur moi. Enfin, tu vois je sais que je ne m'attaquerai pas. À moins que tu fasses partie de la catégorie des patients et non pas des soignants. Mais j'ai été patiente à ce moment-là. Pauline, qu'est-ce que... Ah, c'est pas vrai. Bah si. J'adore, raconte. Et en fait, j'ai vécu un événement traumatique. Dans un quotidien qui était censé être hyper sympa. Et j'ai vu le décès d'une personne en direct. Et j'ai été ultra choquée de la situation. Au point de devoir avoir ce qu'on appelle un defusing. Alors un defusing, to defuse, c'est un déchocage psychologique. Okay. Ça permet en fait de désamorcer et de réussir à remettre de l'émotion sur un événement qui t'a profondément choqué ou marqué. Et du coup, ça te permet de réussir à accepter ce que tu as vu et de réussir à le digérer et d'avancer dans ta vie de manière à peu près normale après le temps un peu aigu, difficile. Mais dans l'idée, c'est censé ne pas permettre aux souvenirs traumatiques de rester et de trop s'installer. Ouais. Et donc moi, ça m'est arrivé juste avant d'aller travailler un jour, donc sur mon temps personnel le matin. Et donc j'ai voulu aller travailler quand même. Voilà. En tant que soignant, on s'écoute pas trop, hein. Voilà, on est les premiers à ne pas s'écouter malheureusement. Et du coup, je suis arrivée et en fait, j'ai pu commencer à expliquer à mes collègues. Et donc là, elles m'ont vue en entretien. Alors en tant qu'infirmière, hein, ça a suffi parce que c'est aussi de notre rôle propre de faire ce genre d'entretien. Et en fait, elles m'ont permis de remettre des émotions sur ce que j'avais vécu, de pouvoir un petit peu lâcher ce que j'avais vu de manière assez neutre, puisque ça reste mes collègues, et du coup c'était plus facile de dire ces choses-là plutôt qu'à mes proches. Et donc du coup j'ai pu vivre ce que moi je fais au quotidien avec mes patients. De l'autre côté. Voilà, de l'autre côté. Et ça a été... Enfin voilà, j'ai été déjà convaincue du bienfait de faire ce genre de pratique, mais voilà, ça s'est tout à fait confirmé. Aujourd'hui, je peux en parler de manière tout à fait adaptée et sans pleurer, sans être complètement submergée émotionnellement parlant. Et ça fait partie de notre travail, par exemple, aux urgences, de pouvoir faire ce qu'on appelle faire verbaliser, donc faire parler les gens sur ce qu'ils ont vécu de manière traumatique. Et au niveau prévention des dépressions, des problèmes psychiatriques, derrière qui peuvent survenir
suite à des événements comme ça, ça a un réel intérêt. Et le psychotrauma, par exemple, est au cœur des nouveaux objectifs de la Haute Autorité de Santé, etc. en France. Enfin, c'est vraiment des choses qu'il faut réussir à gérer, dont il faut communiquer et parler aussi. Et donc ça, je peux en parler. Voilà, donc ça m'est arrivé, pour le coup. Et heureusement qu'il y a eu cette prise en charge derrière. Heureusement. Ok. Voilà, donc je peux parler de ça. Est-ce que t'as déjà reçu quelqu'un qui arrivait aux urgences nu? Oui. Cool. Est-ce que t'as déjà vu quelqu'un qui est arrivé aux urgences avec juste un trait de tondeuse, il s'était rasé juste au milieu, il était traumatisé par ça? Non. Non. Est-ce que t'as déjà vu quelqu'un arriver aux urgences dans quelqu'un d'autre? Non. D'accord. Est-ce que excuse-moi, j'ai pas du tout préparé ces questions. Est-ce que t'as déjà vu quelqu'un arriver aux urgences en moonwalk? Non. Non, là pour le coup, lui, tu l'aurais envoyé directement faire le feu aux personnes âgées. Service gériatrique. Non, alors est-ce que t'as déjà vu quelqu'un qui arrivait aux urgences en parlant? J'ai vu des gens danser. Ah, t'as vu des gens danser, mais ils ne s'arrêtaient pas. Bah danser, ouais. Ok, aux urgences tranquilles. Tranquille. Sympa. Est-ce que t'as déjà vu des gens parler beaucoup trop fort, beaucoup trop longtemps? Oui. Ouais. Oui. Genre des heures. Ils parlent fort. Genre très longtemps, oui. Ouais. Est-ce que tu as déjà vu des gens, à partir du moment où tu les reçois et au moment où ils partent, tu n'as pas entendu le son de leur voix? Oui. Ça m'est arrivé une fois. Enfin, non, quelques fois. Ça doit être flippant quand même. Bah, Jusqu'à ce que tu apprennes qu'il est muet. Ah bah du coup tout s'explique. Non mais c'est déstabilisant en vrai. Je pense. D'avoir quelqu'un qui ne te parle pas. Du tout. Et t'as beau toi parler, il se passe rien. Ah ça doit être quand même quelque chose. 4 questions pour terminer pour terminer cette interview qui va ensuite donner lieu à une autre interview beaucoup plus rapide et beaucoup plus dynamique, puisque celle-là on parle, on rentre dans le vif du sujet. Après on essaiera de faire des trucs beaucoup plus ping-pong. Très bien. Eh bien 4 dernières questions. Qu'est-ce que tu aimes dans ton métier de façon succincte? J'aime la relation à l'autre. La relation à l'autre, je pense que c'est la meilleure réponse et la seule réponse que tu aurais pu donner. Bah en fait, j'ai pas le choix parce que tu me menaces pour que je dise ça. Alors absolument, puisque il y a donc un colt pacificateur dans ma main gauche et un gros couteau de cuisine dans ma main droite. Du coup, j'ai un peu peur, faudrait venir me chercher tout de suite. Vous ne connaissez pas l'adresse. Je vais vous la donner. T'imagines, petit chuchotement dans le coin, tu sais. C'est haut. Il est parti faire pipi. Vite, venez me chercher. Non, alors en soi, ok, la relation à l'autre, je pense que c'est ce qu'on attend d'une infirmière, en tout cas une infirmière psy aussi comme toi, c'est au moins qu'elle aime son prochain et qu'elle a envie que son prochain aille mieux. Donc quelque part, ta réponse me paraît évidente, mais me rassure aussi. J'adore les trucs chelous, du coup c'est ça que je kiffe dans mon job. Non, j'aurais pas kiffé cette réponse. Si vous aimez les trucs chelous, ne faites pas ce job. C'est ça. Qu'est-ce que tu n'aimes vraiment pas? Un truc qui te saoule vraiment? Un truc que tu aimes, non, un truc que tu aimes pas. Un truc que j'aime pas. Tu l'as dit tout à l'heure, peut-être le côté menace, machin, le côté un peu risque que tu peux avoir. Ouais, alors, ça te travaille. C'est pas forcément au premier plan. Très bonne question. Qu'est-ce que j'aime pas? Mais en fait, pas grand-chose. Je crois que c'est pour ça que je suis autant passionnée encore aujourd'hui. Bien. Passons à la question suivante. On va pas creuser pour chercher un truc que t'aimes pas. Hein. C'est facile de dire des trucs qu'on aime. Un peu de positif, un peu de positivité. Ouais. T'imagines si c'était compliqué de trouver des trucs qui nous plaisent pas et hyper simple de trouver des trucs qu'on aime, on serait vachement heureux finalement. Bah, c'est mon cas. C'est le cas ce matin. Magnifique, on nage dans le bonheur. Qu'est-ce qui fait du sens dans ton métier? Un truc, une anecdote, je sais pas, un aspect de ton job où tu dis ça fait vachement de sens. Ça, c'est vachement bien que ce soit comme ça. Indépendamment de ce que toi t'en penses, que t'aimes ou que t'aimes pas, mais dans ce métier-là, ça fait du sens. Ça, c'est logique. Ça, c'est bien fait. De pouvoir soulager l'autre, en fait. Par plein de moyens différents. Par plein de moyens différents. Et là, je parle de manière générale, en tant qu'infirmière, en tant que métier de la santé. Juste de pouvoir apporter du mieux-être à quelqu'un. Ça fait du sens pour toi. Pour moi, ouais. Et qu'est-ce qui en fait pas du tout? Un truc où tu te dis à chaque fois dans ton métier, mais ça fait pas de sens. Pourquoi on fait ça? C'est tout le côté administratif. Alors après, en travaillant aux urgences, on est dans l'instant, on est dans le tout de suite maintenant, dans le rapide. Mais pour moi, des fois, il y a un peu trop d'étapes administratives, téléphoniques pour faire les choses. Qui freinent la première partie. Qui freinent des fois. Qui freinent le côté soignant. Quoi. Ouais. Qui prennent du temps, qui, à mon sens, n'est pas essentiel
qu'il faut faire pour prouver qu'on travaille bien, machin, ou pour faire les étapes, voilà, pour hospitaliser quelqu'un par exemple. Mais je trouve que des fois, c'est un peu long, et au final, ce temps-là, pour moi, devrait être auprès du patient. D'accord. Merci pour cette réponse. Passons, si tu le souhaites, à la dernière interview. Oui. L'interview quickie. Jingle. L'interview quickie. Il va s'agir de choisir entre deux choses. Je te donne deux éléments et tu highlight, tu choisis celui que tu préfères. Ok. D'accord ? Il y a donc plusieurs questions rapides. Il y en a beaucoup parce qu'elles vont vite. Très bien. Est-ce que tu es prête ? Je suis prête. Est-ce que Pauline, tu es prête ? Je suis prête. Est-ce que vous êtes chaud ? Ils sont chauds. Je n'ai pas entendu. Est-ce que vous êtes chaud ? Oui. C'est parti. Première question. Est-ce que tu préfères être intelligent mais névrosé ou con et épanoui ? Intelligent mais névrosé. Ah, intéressant. Elle adore les trucs chelous, je le savais. Un Xanax ou fumer un gros pétard ? Un Xanax parce que c'est légal. Bah, la CBD est devenue légale. Oui. Mais c'est pas un pétard. Je ne sais pas, j'avoue que... Le problème, c'est que je n'ai absolument aucune connaissance sur ce sujet. Urgence psy du CHU ou hôpital psy ? Si j'ai un problème. Je vais où ? Urgence psy. Du CHU. Très bien. Elle prêche pour sa paroisse. Oui. Dans les films où il y a des psychopathes, est-ce que tu préfères le Joker ou Double Face ? Le Joker. Parce qu'il est bien maquillé. Oui. Le Jafar ou le Capitaine Crochet ? Jafar, je suis coincé. Jafar, je suis coincé. Incroyable, gloire à notre illustre héros. Hannibal Lecter ou Jack Nicholson dans Shining, alias Jack Torrance. Shining. Jack Nicholson. Ouais. Jack Torrance, incroyable. Il se retrouve l'hiver dans un... Manoir. Vous avez passé des trucs chelous. Britney Spears ou Miley Cyrus ? Rien à voir. Non, Britney Spears. Britney Spears, c'est notre époque. Ouais, mais c'est parce que c'est deux nanas un peu chelous qui se sont rasés les cheveux sans raison. Ouais. Qui mettent des combinaisons. Un peu olé olé et qui font des clips avec des grosses boules. C'est vrai, non ? Quand elle était sur cette boule avec son marteau, là, c'était chelou. Hélène ou les garçons ? Oh, les garçons. Les garçons ? Ah, Instagram ou Facebook ? Rien à voir. Instagram. Pizza basse crème ou basse tomate ? Basse tomate. Oh non. Mourir d'amour ou vivre seul pour toujours ? Mourir d'amour. Mais ça s'arrête, hein, c'est fini. T'es morte d'amour. Alors que l'autre, tu vis, mais seul. Et t'as un meilleur ami qui s'appelle Wilson. Et je lui ferai des yeux avec mon sang. Intéressant. Non, honnêtement, ni l'un ni l'autre. Parce que je pense qu'à être seul, tu finis par mourir de solitude. Alors, mourir de solitude ou mourir d'amour ? Ah bah, mourir d'amour. Ah bah là, clairement, la question se pose pas. Un homme ou une femme ? Je t'ai pas dit pourquoi faire. Ouais, c'est ça. Pourquoi ? Un homme ou une femme ? Une femme. Allez. Carbo ou bolo ? Carbo. Incroyable. C'est la raison pour laquelle je t'ai fait venir aujourd'hui. Juste pour je savais que t'allais répondre ça. On aurait pu poser juste cette question. Carbo, bolo, carbo, merci. Allez, c'était donc le sens avec Vince. C'est super, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre question. Ça pourrait marcher, non ? Ouais, c'est vrai. Un petit Vine de podcast. Une question pourrie et on s'en va. C'est ça. Trop gros ou trop maigre ? Trop maigre. Ah ouais ? Ouais. Trop gros, c'est pas forcément mauvais pour la santé. Bah si. Si ? On n'a pas dit trop gros comment ? Bah on n'a pas dit trop maigre comment ? C'est vrai. Rouge ou bleu ? Bleu. Ah, j'aurais pu répondre à ta place. Je la connais, c'est sa couleur préférée. C'est sa couleur préférée. Je dirais même bleu marine. Ah, bleu marine. Rien à voir avec un côté frondeur, Front National, Non. drapeau dans le jardin et compagnie. Bleu marine parce que marin, parce que l'eau, parce que passion Côte de Nacre. Passion Côte de Nacre, Exactement. passion marine. Voilà. Non, non, justement, pas passion marine. Pas passion marine. Excellent. Je n'ai pas dit ça. Non, passion pour les marins, quoi. Laissez-moi tranquille. Laissez-nous tranquille, d'accord ? Bon, chien ou chat ? Chat. Elle va dire les deux. Ah, non, elle a dit chat, je crois qu'elle allait dire les deux. Oui, j'aurais pu dire, mais comme c'est l'un ou l'autre, tu vois, bête et disciplinée, j'essaye de choisir un seul. Mais si tu me laisses le choix, je dis les deux, direct. Bon, est-ce que justement t'as un code pacificateur sur la tête ? Tu réponds ce que tu veux.
Bah oui, j'arrête pas de le dire. Tu es libre, d'accord. Il me force à dire des choses. Tu es libre. L'œuf ou la poule? La poule. La poule. J'ai pas la réponse, si jamais. Nikos ou Nagui? Nagui. Nagui? Ah ouais? Même si Nikos, il fait quand même des super photos. De ouf. Salut, c'est Nikos. Mais Nagui. Je sais pas pourquoi je dis salut, c'est Nikos, parce que c'était pas du tout avec la voix de Nikos. Je ne sais pas imiter Nikos. Par contre, j'adore Nikos. Ouais, je sais que tu l'adores. Mais c'est pour ça que j'ai trouvé quelque chose qui pouvait faire que je l'appréciais encore plus. C'est vraiment son talent. Ses photos en noir et blanc. Ouais, elles sont magnifiques. C'est vraiment. vrai. Il en a fait une de Paris, la Tour Eiffel, récemment, excellente, qui a d'ailleurs été, je crois, diffusée par la ville de Paris, sur le tabribus, etc. J'ai cru voir ça. J'ai vu qu'il avait pris en photo la nouvelle Miss France. Qui est normande, salut. Voilà, petit clin d'œil. Ben ouais. Non, mais sinon, non, quand même Nagui. Très bien. Jordan ou LeBron? Jordan, bah oui, c'est notre enfance. Et LeBron James ne sera jamais à la hauteur de Michael Jordan. Et il aura jamais des chaussures aussi stylées. Sans tout. Combien j'ai de doigts? T'es complètement inconséquente, j'en avais 6. Je réponds encore sous la menace. Oui, bravo pour cette interview. Tu t'es vraiment bien débrouillé. On arrive au terme de cette interview, Pauline. C'était un énorme kiff de passer ce moment avec toi. Kiff partagé. J'espère que ton métier fait un peu plus de sens pour tous ceux qui nous ont écoutés. J'espère, et j'espère que ça démocratisera un petit peu. Bah oui, d'ailleurs tu peux dire salut à toi qui nous écoute. Dis salut à celui qui nous écoute. Salut toi qui nous écoute. Oui, toi personnellement là, toi, oui, on te parle à toi. Voilà. À chaque fin d'épisode, sache une chose, c'est que je vais prendre ma guitare ou mon piano et je vais essayer d'improviser une chanson sur l'invité du jour en fonction de ce que j'aurai entendu. D'accord. Gros challenge pour moi. Grave. Puisque évidemment, normalement, quand le mec pose des questions, maîtrise un peu son sujet. Oui. Il sait les questions qu'il va poser et l'autre est un peu sur la sellette. Et bien là, ça s'inverse. Et je me mets moi-même sur la scénette. Ça va faire des chocs à pic. Donc je te propose une petite balade à la guitare. Ouais. Évidemment, c'est un podcast, donc si elle est pourrie, je vais la couper et la refaire. Donc voilà, on va faire la petite impro guitare voix. Très bien. Pour la popo. La Popadour, d'ailleurs. Comment? La Popadour. La Popadour. Eh Mais oui, c'était notre jour de l'an. Private joke. Un peu de musique. En fait, ça sert à rien d'acheter des musiques qui ne sont pas libres de droit. Autant faire sa propre musique. Oh Pauline, quand tu te lèves le matin, que tu vas dans la salle de bain, tu te lèves tôt pour aller soigner des gens qui sont pas normaux, qui ont un problème passager ou bien récurrent. Mais toi, tu en as aussi. Tu passes beaucoup trop de temps dans le vestiaire quand tu sors du travail. Mais moi, je n'en ai que faire parce que tu fais du bien aux gens. S'il te plaît, n'arrête pas ton métier. Tu sers à la société. Ça m'ennuierait si tu arrêtais de faire du bien, si tu allais vendre du pain. Ce c'est beaucoup moins drôle. On n'aurait pas pu parler de miche, de quiche, de pain au chocolat avec autant de passion. Quoique, finalement tu veux pas faire pâtissière. Tu serais venu ce matin avec des chouquettes et on aurait mangé une baguette avec du beurre. Avec ces impros, tu vas me faire interner. Voilà. Bon, c'est un premier podcast. C'est une chanson de merde. Ma foi, peut-être qu'à mesure qu'on avancera dans les podcasts, ce sera meilleur. Je décide d'accepter cette chanson de merde et d'accepter ma médiocrité. Voilà, tu vois. Je vais pas mal dormir ce soir. C'est ok. Pauline, merci. Merci à toi.
Merci d'avoir été là avec nous. Merci d'avoir été si loquace. Si relou avec toutes les explications. Pas du tout, au contraire, c'est génial d'avoir quelqu'un qui parle en face de soi. À la différence de celui que t'as reçu une fois qui n'a pas parlé du début à la fin. À bientôt, dans le sens, pour un prochain épisode. Avec grand plaisir. Salut Pauline. C'était le sens. What's the sense, my man? See you soon. Et à bientôt. Sens.